Bonjour Conan Barom Kouassi et bienvenue dans African Dream. Bonjour. On va commencer par le commencement. Jeune bachelier qui arrive en 2011 au Maroc. Quels étaient vos projets alors? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir d'être là quelque part à Benguéri et de savoir qu'il y a un journaliste qui a scruté un peu, qui a scrollé un peu sur les réseaux sociaux. Il a vu qu'il y a un Ivoirien quelque part au Maroc qui fait de belles choses, donc ça fait plaisir, ça fait que ça montre qu'on est sur la bonne voie. Je dirais que mon aventure à moi a commencé au Maroc en novembre 2011. Moi, j'ai été bachelier. Lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, j'étais boursier, j'ai eu le bac électronique, fait filière électronique, et du coup, le gouvernement avait voulu sélectionner les meilleurs boursiers de la Côte d'Ivoire et les envoyer faire des études ailleurs. Et normalement, les pays qu'on avait plébiscité, c'était la France, c'était les États-Unis, c'était la Russie. Et vu Mais pas qu'on le avait, Maroc. non, pas le Maroc en ce moment-là, et vu qu'on avait été beaucoup en retard et qu'on avait déjà commencé dans les autres pays. Donc du coup, on était à la direction des bourses et ça a germé, l'idée a germé. Et il y avait des écoles qui faisaient un peu la plus belle à Abidjan. Et il y a une école à Agadir, l'Université Police, l'école polytechnique d'Agadir, qui a décidé de faire une classe spéciale boursier Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on a atterri au Maroc. Vraiment, au début, on se disait, mais non, mais pourquoi on vient au Maroc? On doit aller en France, Il y a d'autres qui disent, non, mais il faut qu'on attende l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'on vient au Maroc, on découvre le Maroc pour la première fois, on découvre la ville d'Agadir. Et l'aventure commence comme ça. Dans une classe vraiment Ouais, on court à du 100%, lundi jusqu'au 100% ivoirienne. 100% ivoirien, du lundi jusqu'au dimanche. L'intégration avec les autres classes s'est faite rapidement. Ouais, ça s'est fait au deuxième semestre. Donc on a commencé comme ça entre nous et puis après on a rejoint les autres. Et l'aventure a commencé, parcours génie électrique à Agadir. Et après ça, j'enchaîne un Master 2. Je fais beaucoup de stages. Et je commence ma première embauche à la SNTL, qui est la Société nationale de transport et de logistique, l'ONT. Donc on travaille sur un gros projet. Et je commence l'expérience là-bas. Et après, 2 ans après, je rejoins l'UMCSP. Mais auparavant, vous avez effectué quand même un stage à l'OCP ou après? En fait, moi, en 2015-2016, je fais une double diplomation. Donc, je fais un diplôme d'ingénieur génie électrique et je fais aussi un Master 2 de l'Université de Lorraine en logistique et supply chain. Et du coup, dans cette formation-là, on nous demande de faire 2 stages. Je trouve un stage à Geoffroy Lasfar de OCP. Voilà. Donc, je rejoins Geoffroy Lasfar pour 2 mois. Déjà un signal. Effectivement, je commence à faire mon stage. Un beau projet, puisqu'il fallait carrément faire l'étude de dimensionnement du centre R&D de Geoffroy Lasfar. Donc, je commence le stage là-bas 2 mois. Et je me rends compte que oui, mais pour que je puisse le valider, mon master français, il faut que je fasse un stage aussi en logistique. Donc, à l'époque, on me propose un stage en logistique, d'étudier le pipeline entre Coribga et Geoffroy. Ouais. Je trouve ça intéressant, mais c'est juste une étude, puisque moi, je suis beaucoup dans la pratique. Donc, en ce moment-là, je commence à chercher d'autres stages et je trouve un stage à la SNTL. Un stage, on en parlera, qui était porté sur l'Afrique et c'était un gros stage, puisque moi, je suis sur le rêve, tout ce qui est grand, tout ce qui est gros. Mais c'est pour cela qu'on vous invite. Et donc, le cheminement s'est fait naturellement vers l'UM6P, on va dire. En fait, moi, ma vie, c'est beaucoup d'anecdotes. Donc, comme je disais, j'intègre la SNTL pour faire un stage, mais parce que je rencontre quelqu'un, le directeur qui était en ce moment à la SNTL, et qui me dit qu'il a besoin de quelqu'un pour gérer un projet. Donc moi, j'intègre l'équipe, je commence à travailler sur le projet. Donc je travaille sur le projet et par mes compétences à moi, je commence à prendre la place. Je prends de la place tellement que mon stage finit et je demande à mes managers, mais le stage est fini, je fais comment? Ils me disent, mais on ne recrute pas d'étrangers ici, c'est une entreprise publique. Et je dis, oui, mais donc je fais comment? Je pars, qu'est-ce que je fais? Donc en ce moment-là, mes managers, ils s'asseyent, ils se disent, mais attendez, le roi a dit, il faut qu'on aille en Afrique. Il faut qu'on fasse le partenariat sud-sud. Qui sommes-nous pour ne pas recruter notre frère à nous qui vient de la Côte d'Ivoire? Et c'est comme ça que j'intègre la SNTL. Mais 2 ans après, ce même directeur-là part à l'UM6P et il m'a directement en tête. Il me dit, écoute, moi je suis en train de lancer encore Africa Initiative à l'UM6P. J'ai encore besoin de toi. C'est comme ça que j'intègre l'UM6P. Et voilà, jusqu'à devenir aujourd'hui PMO, chargé voilà, de la supervision, du déploiement de gros projets, toujours axés principalement sur l'Afrique. Il y a 3 mots que vous verrez beaucoup sur mes réseaux sociaux. C'est l'Afrique, c'est le développement du capital humain et c'est aussi le business, donc business entrepreneuriat. Parce que je me dis aujourd'hui, si nous étant en Afrique, nous devons aujourd'hui se développer, il faut forcément qu'on utilise l'entrepreneuriat. Nous, à l'UMCSP, c'est la recherche,
l'innovation et l'entrepreneuriat. Mais pas seulement en matière de coaching classique, etc., mais sur un plan pratique. C'est-à-dire que vous formez les jeunes pour créer leur start-up, vous suivez l'exécution du projet jusqu'à sa réussite, son aboutissement, etc. Et c'est comme ça que, par exemple, j'ai entendu parler d'un projet ou de jeunes que vous avez sélectionnés au Sénégal, que vous avez mentoré et ça a donné quelque chose. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé lorsque j'étais à Africa Initiative. C'était en 2020. Et c'est l'un des projets pour lesquels je suis le plus fier parce que c'est un projet qui a beaucoup de sens. Quand moi j'arrivais à Africa Initiative en 2019, l'objectif était de faire la promotion de l'université en Afrique, de vraiment développer le branding de l'UM6B, mais aussi faire en sorte qu'on lance plusieurs initiatives. Donc c'est dans ça qu'on a eu un projet conjoint avec OCP Africa, la fondation OCP et l'UM6P au Sénégal. En fait, au Sénégal, on avait la ville qu'on appelait Sandiara qui avait un beau projet. On voulait développer le capital humain à Sandiara. Et à l'époque, sur la table, l'idée qu'on a eue à nous, c'est de se dire que pour vraiment aider cette ville agricole-là qui avait beaucoup de potentiel, c'était de contribuer au développement de leur capital humain. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on est allé dans cette ville, on a sélectionné des meilleurs étudiants qu'on a ramenés à l'UM6P, à qui on a donné la bourse. Et ces étudiants-là, ils étaient meilleurs. Ils ont réussi, ils ont graduate, ils ont eu le master. Certains ont commencé à travailler et d'autres, aujourd'hui, sont en train de faire leur doctorat. Comme quoi, énormément de jeunes en Afrique n'ont besoin que de cette opportunité qu'avait offert, par exemple, en l'occurrence, l'UM6P à ces jeunes Sénégalais. Écoutez, l'opportunité, en fait, pour moi, l'opportunité, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités. C'est comment tu la saisis. Quand même. En fait, le plus important, c'est de la saisir. Sinon, aujourd'hui, il y en a beaucoup d'opportunités. Et ce qui me plaît dans ce projet, ce qui me ravit particulièrement, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils font le doctorat, ils vont soutenir. Ils seront des docteurs de l'UM6P, ils seront des docteurs du Sénégal. Ils vont travailler sur des recherches qui vont contribuer au développement de l'Afrique. Et ça a commencé comment ? Ça a commencé par une volonté de développer leur capital humain. Donc les jeunes aujourd'hui font la fierté de leurs parents, font la fierté du Sénégal, font la fierté du Maroc, font la fierté de l'Afrique. La dimension dans laquelle l'UM6P est aujourd'hui n'est plus nationale, elle est africaine, elle est internationale. Donc l'objectif à l'UM6P, c'est de vraiment développer les leaders qui seront capables de prendre ce développement en Afrique et de le ramener très loin. C'est pourquoi on essaie des thématiques qui sont pointues et l'objectif c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on ait des meilleurs étudiants, des meilleurs talents en Afrique. Cela découle de la vision royale du développement du continent. Effectivement, c'est pourquoi on a fait diversité, on a plusieurs profils qui viennent de plusieurs nationalités, des gens qui sont différents, mais qui apportent cette touche, qui apportent un plus dans tout ce que nous faisons. Et ce qui est extraordinaire, le M6P, puisque j'y ai été plusieurs fois, on côtoie des Américains enseignants, des étudiants même européens, etc. Non, on a tout le monde. Et voilà, de l'Afrique. C'est l'Afrique en miniature. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et j'ai vu qu'à la base, vous êtes engagé d'une façon altruiste pour aller vers les autres. Vous étiez notamment vice-président de l'association des étudiants ivoiriens à Agadir. Je suis même plus sur les titres. Moi, je pense que j'étais plus que ça à l'époque à Agadir. Déjà, il faut comprendre que moi, j'étais dans une filière ingénieur. Et même ce que je faisais souvent au début, les gens n'arrivaient même pas à comprendre parce qu'ils disaient, mais comment un ingénieur, quelqu'un qui est censé être ingénieur, meilleur étudiant de la Côte d'Ivoire, peut être dans tout ce qui est associatif, tout ce qui est journée culturelle. Moi, c'est un truc que pas que j'ai découvert, mais c'est des talents que j'ai découverts ici au Maroc. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire plaisir aux gens. J'aimais beaucoup être là. Et l'enseignement aide des gens altruistes comme vous à transmettre le savoir. Mais il faut transmettre. À partager. Et vous le faites à travers la sensibilisation, la formation à l'entrepreneuriat. Alors, concernant l'enseignement et la formation, justement, je vais laisser un avatar AI vous poser une question. Okay. Bonjour, Monsieur Kouassi. Les avatars, comme moi, vont beaucoup concurrencer les enseignants et les formateurs comme vous, entre autres. Est-ce que vous craignez personnellement cette concurrence ? Comment il s'appelle ? Alors, vous pouvez la baptiser aujourd'hui. Je dis toujours avatar AI pour éviter d'humaniser
ces trucs. Donc c'est vous qui avez peur maintenant. Non, ce n'est pas par peur, mais quand même, je suis de ceux qui considèrent que rien ne remplacera l'intelligence émotionnelle face à l'intelligence artificielle. Non. Et que l'intelligence artificielle reste artificielle. Je dirais pas que je suis mitigé. Moi, je vais vous donner un exemple. Avant, on avait cette habitude de se réveiller le matin, d'aller dans un kiosque à papier et acheter un journal. Ou par exemple, avoir un journal devant sa porte. Ce qui s'est passé quand Internet est arrivé, les gens avaient peur. Ceux qui ont compris que Internet était un outil qui allait leur permettre d'être mieux vus, d'être plus en valeur, ont utilisé Internet. Ces journaux-là sont devenus des journaux sur Internet, sont devenus des médias sur le net, et certains ont fermé la porte. Moi, je trouve que l'IA, c'est comme ça. L'IA, c'est un outil mis à la disposition de l'humain pour l'aider à améliorer ce qu'il faisait auparavant. Il ne va pas nous remplacer. Puisque l'IA ne peut pas fonctionner seul. L'IA va fonctionner avec quelqu'un qui est derrière, qui va lui donner des prompts, qui va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Et je pense que nous, en Afrique, on doit saisir ça parce qu'on est au même niveau que les autres. C'est la question que j'allais vous poser. Ça pourrait être un élément, un pilier du développement en Afrique, l'intelligence artificielle. Vous parlez de prompting. C'est un métier à développer. Il n'y a pas que ça. En fait, aujourd'hui, l'IA nous permet d'avancer plus rapidement, mais d'avancer plus. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait qu'on sache comment on l'utilise. Et je pense que ça, c'est le rôle aussi des universités. C'est ce que nous, par exemple, on fait à l'UM6P. On a commencé à sensibiliser les jeunes sur ça. Comment on utilise l'IA, comment on définit les prompts, comment on rédige les scripts, comment on utilise des modèles pour faire en sorte que ces modèles-là puissent vraiment nous aider nous-mêmes que de nous détruire. Et je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, on doit saisir cette occasion. Donc, l'IA est un outil qui va nous aider, à nous de savoir l'utiliser. Tout à fait. Alors, en parlant d'intelligence artificielle, et sans lui opposer l'intelligence émotionnelle, donc c'est complémentaire d'après votre avis, que je respecte tout à fait. L'intelligence émotionnelle renvoie aussi à ce qui donne beaucoup d'émotions. Et nous avons vécu des émotions très vives, grâce à cette magnifique Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et cette symbiose qui a réuni Marocains et Ivoiriens. Ouais. Vous étiez à Abidjan. Honnêtement, jusqu'à présent, je ne sais même pas comment ça a commencé, mais à chaque fois que je vois des collègues à moi marocains, je leur dis, est-ce que vous savez que des gens chez nous en Côte d'Ivoire ont la photo de Sa Majesté le roi Mohamed VI chez eux à la maison? Pour nous, le Maroc aujourd'hui, les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Et aujourd'hui, avec cette CAN, ça a tellement renforcé les liens que tous les Ivoiriens, je vous dis aujourd'hui, apprêtez-vous pour 2025, parce que vous allez avoir 23 millions d'Ivoiriens qui vont prendre le billet d'avion pour venir au Maroc, supporter deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Maroc. En priant Dieu qu'on n'arrive pas en finale. Parce que si on arrive en finale, franchement, vous savez, souvent on est gourmand. On veut vous donner la coupe, mais qu'on arrive arrivons en finale et on verra. Effectivement, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est une très belle histoire. Et c'est ça la magie du foot que vous pratiquez. Oui, je joue au foot. Écoutez, malheureusement, on peut pas être bon partout. On ne peut pas réussir partout. Mais la Coupe d'Afrique en 2025, qu'est-ce que vous attendez de voir? Qu'est-ce que vous prévoyez comme peut-être nouvelles images, nouvelles émotions qu'on pourrait vivre ensemble? Déjà, le Maroc, c'est un pays du football. Le Maroc, c'est un pays du football. Donc, je sais déjà que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place pour que cette CAN soit vraiment belle, qu'il y ait une vraie symbiose. On espère avoir la même ferveur, cette même chaleur qu'on a eu en Côte d'Ivoire, au Maroc. Et nous, ici, subsahariens, au Maroc, on a commencé à s'apprêter. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis en train de vouloir lancer un festival à Tchéké qu'on va essayer de lancer, on va dire entre juin et août. On a déjà fait 2 éditions, donc on aura la 3e édition qu'on va faire bientôt. Où l'objectif principal, c'est de commencer déjà à donner cette chaleur à nos frères marocains,
leur dire un peu qu'est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on mange chez nous, comment est-ce qu'on danse, le coupé décalé, le zouglou. Et la tchéké, c'est... Ouais, au Maroc, exactement. on a le couscous. Ouais. En Côte d'Ivoire, on a la tchéké. Donc aujourd'hui, Exactement. avec nos rapports maintenant, on dit même plus la tchéké, on dit couscous Couscous. ivoirien. Voilà. Ouais. Donc J'ai eu l'occasion de goûter à Abidjan et c'était délicieux. et c'était bon. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Mais en tout cas, on s'apprête vraiment. On essaie de mettre ces initiatives-là en place pour montrer aussi à nos frères qui arrivent que nous sommes là, nous sommes chez nous et nous avons prévu aussi des choses pour eux. Magnifique. Et maintenant, la transition est toute faite pour parler de 2030 et ce grand rendez-vous footballistique qui nous fait rêver. Ouais. On est en plein de l'African Dream, le Moroccan Dream, Big Moroccan Dream, African Dream. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Pour 2030, j'ai pas peur. En termes de stade, il n'y a pas photo. Donc, franchement, pour ça, moi, c'est le rêve serait grand. Le rêve serait Je vois grand venir. si on arrive à avoir une équipe africaine en Afrique gagner cette coupe. Il n'y aura pas plus belle histoire dans tous les records. Vous m'excuserez, mais c'est nous qui organisons. Alors, vous devez gagner. Vous avez fait la Désolé. demi-finale. Vous devez arriver. Aucun pays africain ne l'a fait. Donc, exactement. vous êtes nos grands. Allez-y, nous on prend la Coupe d'Afrique, vous prenez la Coupe du Monde. Fâchez Mouchké. Nous ne nous fâchons pas sur la Coupe d'Afrique d'abord. Et nous allons nous unir pour 2030. Non, écoutez, clairement. Franchement, c'est moi mon plus grand rêve, c'est ça. C'est qu'en 2030, qu'on ait au moins une équipe africaine en Afrique qui gagne cette coupe. Vous êtes un mobilisateur, un unificateur, un rassembleur de gens. Est-ce que il y a des rencontres régulières en différentes nationalités? C'est ce que permet l'UM6P, mais en dehors. Je pense que ces années qui viennent, on en verra plus. Parce qu'au départ, la définition même du Maroc, même pour moi, au départ, était différente. Au départ, il y a beaucoup de subsahariens qui venaient au Maroc, pas pour y rester, mais qui considéraient le Maroc comme un lieu de passage. Donc, je viens au Maroc pour étudier, je rentre. Je viens au Maroc quelques jours et je pars ailleurs. Donc, c'était ça notre configuration. Mais aujourd'hui, elle est en train de changer. Elle est en train de changer parce qu'aujourd'hui, tu commences à retrouver plusieurs personnes, plusieurs profils qui s'établissent ici au Maroc, qui refusent des opportunités ailleurs et qui restent au Maroc. Donc, je pense qu'avec cet élan-là... Mais vous-même, vous m'avez dit que vous êtes établi depuis 2011 au Maroc et maintenant, sur le plan familial, vous allez ramener vos enfants au Maroc. Oui, c'est décidé. Franchement, je veux voir cette coupe du Monde 2030, je vais la voir au Maroc. Avec vos enfants. Oui, voilà. grave. Écoutez, comme je le disais, il y a eu ce Maroc-là pour nous qui était un lieu de passage et il y a ce Maroc-là aujourd'hui qui est aujourd'hui, pour nous qu'on définit aujourd'hui comme une terre d'opportunité où il faut s'établir. Et le fait qu'on ait commencé à s'établir fait en sorte qu'on commence à avoir plusieurs profils qui commencent à se démarquer, qui créent leur entreprise, qui commencent à lancer des initiatives, lancer des activités. Moi, je suis vraiment très honoré de participer à cette émission parce que je me dis, nos frères qui envisagent, par exemple, de participer à des périls pour un avenir meilleur, se disent non, on doit faire comme eux. On doit devenir ces modèles-là. On doit vraiment devenir ces modèles-là. Alors, vous parlez d'étudiants, on parle entre hommes, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'étudiantes. Moi, je suis très sensible à la question du genre de l'Afrique subsaharienne établie au Maroc, travaillant au Maroc, et voilà, s'épanouissant comme vous. Et je vous assure que dans cette émission, nous n'allons exclure personne. Voilà. Super. Et je compte sur des personnes ayant réussi comme vous pour transmettre ce message de parler de vos réussites. C'est ce qui permet de transmettre l'espoir que porte aujourd'hui African Dream et que nous devons tous porter, que porte l'UM6P si bien et qu'il fait grandir. Voilà. Écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec vous et que nous, étudiants, personnes au Maroc, mais toute personne au Maroc, parce qu'il n'y a pas que des subsahariens, mais tout le monde au Maroc, puis se dit, ok, on peut rêver. Mais on rêve comment? On doit rêver sur une base. Donc, on voit quelqu'un qui est en train de réussir, qui lance des projets. Mais comment il fait pour réussir? Comment il fait pour lancer ses projets? Il y a des fois, on te demande, mais comment tu fais pour être présent partout? C'est parce qu'on aime. Et ça permet aux gens d'être motivés, ça permet aux gens de faire comme vous. Parce que nous aussi, on a voulu faire comme des gens.
On doit faire en sorte que les gens veuillent faire comme nous. Notre émission arrive à sa fin et c'est parti trop vite tellement vous avez des choses à dire. Et vous avez annoncé en fait un événement ici dans cette émission. La première invitée qui était Guetta Kalomba avait annoncé aussi un concept store. Ouais. Et pour montrer que nous suivons ce qui se dit et que c'est engageant ce qu'on dit, voilà, nous montrons à la fin de cette émission des images du concept store lancé par Guetta Kalomba. Si je peux dire un truc sur Gaïta, j'ai rencontré Gaïta Kalomba, que je trouve très inspirante d'ailleurs. Je l'ai rencontré sur un projet. En fait, on a co-organisé le salon de la jeune femme entrepreneur africaine à l'UM6P. Donc, on a ramené des Africaines, des subsahariennes, du Maroc étant partout, à l'UM6P pour des formations. Donc, on a essayé de les former, de les accompagner et on les a mis en valeur. On leur a donné des stands pour présenter leurs produits, pour savoir ce qu'elles font. Et franchement, ça, c'est des choses que je trouve tellement inspirant. Et il faudrait qu'on ait plus ça. Et je lui souhaite vraiment le meilleur à Gaïta pour son concept store et tout ce qui va avec. Merci Konon Barom Kouassi et bonne continuation. Nous terminons cette émission avec ces images du défilé de lancement de Kuba Concept Store, monté par son initiatrice, Guetta Kalomba. Le Kuba Concept Store est enfin en train d'inaugurer sa première ouverture à Casablanca au Maroc. Et c'est un concept store qui part d'une seule envie, c'est de rassembler l'Afrique en termes de designer et de création mode en un seul endroit, au Maroc. Et en fait, aujourd'hui, on emmène les gens à travers la découverte des savoir-faire historiques, au travers des tissus, des techniques artisanales qui sont revues au goût du jour. Et on couvre autant de créateurs qu'on peut citer par exemple le Nigeria, où on retrouve les Ashoké de la tribu Yoruba. Bien évidemment, le Kuba Concept Store est lui-même nommé après le tissu Kuba, motif originaire de la RDC de la tribu éponyme. Et puis, on a aussi des designers du Sénégal ou la sérigraphie manuelle. Et donc, c'est tout ce voyage finalement et cette rencontre qu'on a envie d'offrir aux Casablancais aujourd'hui.